Salut, c'est Alex pour Animaré. Donc sur cette chaîne, je te parle des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien rater. Aujourd'hui, je te parle du système le plus efficace qui existe dans le monde que l'on connaît pour apprendre. Et donc, ce système le plus efficace pour apprendre est le jeu. La preuve de ce que je suis en train de dire, c'est le parallèle que tu peux voir avec la nature. Donc, encore une fois, je veux choquer la sensibilité de personne. Je veux pas dire que l'humain sort ou pas de la nature. Est-ce que c'est une création? Je veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais il n'empêche que l'humain vit dans la nature et a dû s'y adapter et a dû se plier à ses règles pour pouvoir arriver au point où on en est aujourd'hui dans l'humanité. Et donc, la nature, c'est un système très cruel. C'est un système où c'est pas si tu te loupes dans ton apprentissage, tu n'auras pas de dessert, tu auras 0 sur 20, ou tu seras privé de ceci, privé de cela. Non, non, la nature, c'est beaucoup plus cruel que ça. La nature, si tu te loupes, c'est tu vis ou tu meurs. Il n'y a pas plus cruel que ce système-là. Et ce que la nature a sorti pour éduquer, pour rendre autonome ces jeunes dans ce système qui est le plus cruel possible que l'on connaisse sur cette planète, elle a sorti le jeu. Tu peux regarder tous les animaux, absolument tous les animaux jouent pour apprendre. Tous. C'est peut-être une chose qu'on pourrait faire sous-entendre à notre ministre de l'Éducation nationale. Il n'empêche qu'au niveau des réflexions d'éducation de notre société, il y a quand même eu de grands pédagogues qui sont penchés sur la question et qui ont fait autre chose que ce que nous, on connaît comme ce qu'on appelle éducation traditionnelle. Donc l'éducation traditionnelle, c'est j'apprends par cœur et je répète et à la fin j'ai un diplôme. Et donc qu'est-ce que c'est avoir un diplôme? C'est je vais régurgiter des informations que j'ai appris par cœur sans forcément se poser la question de l'utilité ou de la véracité des informations. Donc on a eu principalement ici en Occident dans les années 30 des personnages qui se sont penchés sur ces questions et qui se disaient que peut-être que le système qui était fait dans l'éducation nationale, l'éducation traditionnelle telle qu'on la connaissait, n'était peut-être pas ni le plus efficace ni le plus efficient. Et donc, ces pédagogues se sont penchés sur d'autres façons de faire l'éducation. Et donc, c'est à partir de ces réflexions de ces personnes-là qu'on a vu naître les mouvements d'éducation nouvelle, voire d'éducation alternative, avec des grands penseurs, des grands théoriciens de la pédagogie comme Defailly, Freinet, De Crowley, Montessori, etc., etc. Je reviendrai sur chacun de ces grands pédagogues bien plus tard et avec des vidéos spécialement tournées pour eux parce que sinon, là ici, on va perdre du monde. Mais en attendant, ce que j'essaye de te dire, c'est que on peut vraiment réviser les techniques d'apprentissage classiques que l'on connaît si on s'y met à réfléchir à partir du jeu qui sera le système le plus efficace et le plus efficient. Donc efficace, c'est-à-dire je vais arriver au résultat, et efficient, c'est avec quels moyens. Donc le jeu sera le système le plus efficace d'apprentissage que tu pourras jamais trouver. Donc dans l'animation, ça peut être super intéressant de l'aborder parce que oui, au-delà du côté où on kiffe, on joue, on part en séjour ou en vacances avec les jeunes, et il y a quand même un côté où on est censé avoir un rôle éducatif avec eux. Va voir les autres vidéos sur la chaîne et tu verras que c'est ce que j'essaye de tenir comme discours en permanence. Et donc, pourquoi est-ce que le jeu est le meilleur moyen d'apprentissage possible ? Pour une raison principale, c'est la mise en valeur de l'échec. Ce n'est pas grave dans un jeu si tu perds, si tu recommences et si justement tu cherches une nouvelle stratégie pour remettre en place ce que tu as échoué précédemment au sein du jeu. Et c'est pas grave parce que si tu perds dans le jeu, ce n'est qu'un jeu et il n'y a pas mort d'homme derrière, enfin il n'y a même pas mort tout court si on reprend le parallèle avec la nature, et on peut reprendre, on peut réessayer, on peut refaire d'autres façons sans qu'il y ait de conséquences qui vont nous peser derrière à travers le jeu. Et c'est ça qui est super important. Ça veut dire que si je me loupe, je peux foirer, c'est pas grave. Et je vais pas avoir la pression de recommencer parce que justement il n'y a pas eu de conséquences quand je me suis loupé, et donc j'ai zéro pression pour réessayer autre chose ou de réessayer d'améliorer les techniques que j'ai essayé de faire précédemment et qui ne m'ont pas permis de gagner. C'est ça qui est super important dans le jeu, c'est la mise en avant de l'échec, et ce qui est complètement contradictoire avec le système éducatif que nous on connaît ici principalement en France, où quand tu as échoué, il faut pas échouer. Non, 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 surtout pas. C'est une honte d'échouer.
jouer et bon, je veux pas trop rentrer là-dedans, mais c'est quelque chose qui est bien ancré dans notre mentalité. Maintenant, le truc, c'est que quand tu joues, si tu te loupes, c'est pas grave. Justement, ce qui va faire de toi un super bon joueur, c'est que tu vas prendre en compte tes échecs, tu ne vas pas en avoir honte, mais tu vas en tenir compte pour justement t'améliorer par la suite. C'est ça qui est super important dans le jeu. Donc, jouer, c'est pouvoir échouer, recommencer sans pression jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Mais donc, pour jouer, il faut quand même accepter deux choses. La première chose qu'il faut accepter, c'est que quand tu vas jouer, il faut accepter que quelque part tu puisses perdre. Il ne peut pas y avoir que des gagnants à un jeu. Il y a forcément un moment où quelqu'un va gagner, quelqu'un va perdre. Sinon, ce n'est pas un jeu. Et même quand on dit les jeux où tout le monde gagne, où toutes les équipes gagnent, en fait, le perdant, c'est le jeu. Parce que du coup, les joueurs ont affronté le jeu dans ces situations-là. Et donc je te dis, le truc du jeu, tu joues à partir du moment où tu acceptes que tu peux perdre. Et donc ça, faut bien le prendre en compte parce que dans certaines tranches d'âge, les frustrations, le collectif, ça va être assez difficile de passer au-dessus pour les jeunes avant 6 ans. Donc réfléchis bien à quel type de jeu tu vas mettre en place pour les maters, donc en dessous de 6 ans, parce que peut-être que pour eux justement, accepter la défaite, ça va être plus difficile. Je te dis pas que c'est pas possible de jouer avec eux, mais va voir la vidéo que j'ai faite à propos des 3-5 ans et ça t'aiguillera un petit peu plus. Mais en gros, dans les jeux pour les maters, ce qu'il faut, c'est que chacun puisse gagner de manière individuelle sans être dépendant des autres, parce qu'on n'a pas encore pris cette notion du collectif où on va agir en groupe. Et ce qu'il y a aussi, c'est que la frustration de perdre peut être compliquée quand on perd, surtout face aux autres qui ont les mêmes capacités ou le même âge que nous. En dessous de 6 ans, il vaut peut-être mieux basé sur du fait qu'on va jouer face au jeu et on va tous gagner face au jeu. Bon, je te dis ça, je te dis rien, hein, tu fais comme tu veux après sur le terrain. Mais donc ça, c'est la première chose, c'est accepter de pouvoir perdre si tu veux jouer. La deuxième chose, c'est que tricher n'est pas jouer. C'est complètement différent. En fait, à n'importe quel jeu, tu vas y poser des règles, tu vas y poser des conditions, tu vas y poser un contexte. Maintenant, tricher, c'est contredire les règles du jeu. Maintenant, attention, il y a une subtilité là-dedans. Parce que dans toutes les règles, dans tous les jeux, dans tous les codes, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et ça, c'est ce qui s'appelle mettre en place des stratégies ou exploiter les failles du jeu. Donc, sois super clair avec les règles, sois super clair avec les interdits du jeu et ne permets pas la triche, donc c'est-à-dire contredire les règles. Par contre, permets de établir des stratégies ou d'exploiter les failles du jeu. Tous les jeux ont des failles, tous, absolument tous, et tous les jeux permettent de mettre en place des stratégies. Par contre, si ça tu empêches de les mettre, en fait tu contredis la nature du jeu, parce que ce qu'il y a aussi dans le jeu, c'est que tu peux t'exprimer de manière assez libre et justement trouver des stratégies pour pallier aux échecs que tu as eu précédemment en essayant de réussir le jeu. Et donc c'est super important pour ça, les stratégies. Donc ne sois pas frustré si tu vois des personnes, qui soient adultes ou jeunes, mettre des stratégies en place que toi tu n'avais même pas imaginé, mais ne sois pas frustré et ne va surtout pas leur dire qu'ils ont triché si il n'y a aucune règle qui est contredite et qu'ils ne font que exploiter les failles du jeu ou mettre des stratégies en place par rapport aux règles, par rapport aux conditions, par rapport au contexte du jeu dans lequel on est. Et donc, quand tu prends ce principe-là en compte, qu'en fait, jouer, c'est pas juste je kiffe, je m'amuse, on fait le kéké avec les gamins, mais que derrière le jeu, il y a toujours des objectifs, il y a toujours des messages et il y a toujours des buts. Derrière tous les jeux que tu vas mettre en place, si tu réfléchis comme ça, il va falloir commencer à réfléchir au sens des activités ou voire même au sens des actions au sens large du terme, parce que dans l'animation, je te répète qu'il n'y a pas que les activités, il n'y a pas que les jeux, il y a aussi la vie collective et la vie quotidienne. C'est un peu flou pour toi, va voir la vidéo. Mais donc en gros, les activités, c'est simple, c'est les jeux, les activités manuelles, les sorties, bref. La vie quotidienne, c'est tout ce qui va tourner autour des besoins individuels de la personne que tu vas encadrer. Donc besoin de se reposer, besoin de manger, etc., besoin d'hygiène, bref, etc. Et enfin, la vie collective, c'est tout ce qui va tourner autour des instances de décision collectives qu'on va pouvoir avoir, mais mélangées là ici entre le groupe de jeunes et le groupe d'adultes. C'est qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. C'est ça la vie collective. Mais donc, en fait, dans chacun de ces 3 volets de l'animation, tu vas pouvoir réfléchir comme en termes du jeu au sens de tes actions que tu vas mettre. C'est pourquoi je fais cette activité manuelle-là, pourquoi est-ce que je fais ce jeu-là, pourquoi est-ce que je chante à ce moment-là, qu'est-ce que ça va développer, quel message je veux faire passer, quels sont les objectifs et qu'est-ce qu'ils vont apprendre, comment vont-ils en ressentir grandi. Si tu réfléchis comme ça,
tu travailles vraiment dans l'animation. Sinon, c'est de l'occupation, c'est de la surveillance ou de l'irresponsabilité ou autre chose. Les responsabilités, ça me pose un problème. Maintenant, la surveillance ou l'occupation, j'ai rien contre, mais c'est pas de l'animation. Faut remettre les choses à leur place. Et donc du coup je te dis ouais, il va falloir commencer à réfléchir au sens de tes actions. Et donc si je reprends les jeux, et donc pourquoi ces jeux-là, pourquoi à ce moment-là et pourquoi pas les autres. Si je peux te donner un exemple beaucoup plus clair, j'aime bien utiliser cet exemple parce qu'il est super parlant. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que les Olympiades. Donc on va faire un remake des Jeux Olympiques mais par équipe. Et donc les Olympiades, si tu as un groupe qui est déjà plein de clans, plein de conflits, plein d'embrouilles, c'est tout sauf une bonne idée de faire les Olympiades avec eux. Pourquoi? Parce que les Olympiades, qu'est-ce que c'est? Ça vient des Jeux Olympiques et donc d'Olympie. Et donc, c'est-à-dire que pour gagner, je vais écraser tout le monde pour gagner. Et ensuite, on va faire une mise en avant des gagnants. Et parce que en général, ce qui se passe dans les Olympiades, c'est qu'on dit qui a gagné et qui est arrivé deuxième, troisième, et on dit aussi qui est arrivé en dernier. Donc, on affiche les derniers et on met en avant les premiers. Dans un groupe où il y a déjà des clans, c'est tout sauf une bonne idée. Certains vont me dire ouais, mais dans les équipes justement on peut mélanger les clans et tout, comme ça ils vont être forcés à travers l'activité à avancer tous ensemble. Oui certes, on va prendre une Olympiade à 6 équipes. Dans une Olympiade à 6 équipes, je pense que tu auras 3 types de situations. Tu auras 2 équipes qui elles vont vraiment se souder et dire bon bah voilà, on veut gagner et on va gagner les clans. Enfin on va péter les clans parce que on veut gagner. Ouais, t'en as 2 autres où ça va être neutre et ça va rien changer et juste la dynamique va pas vraiment bien prendre parce que ils sont tous en opposition au sein même de ces 2 petits groupes. Et ensuite, tu as la troisième partie qui est encore plus risquée, c'est que le jeu risque de foirer du moins au sein de ces équipes parce que les clans vont réapparaître au sein de ces équipes, et ils vont se re-rentrer dedans et ils vont tout simplement faire foirer les Olympiades. Moi, je te conseille, si tu fais des Olympiades dans un groupe où il y a des clans, laisse-leur faire leurs équipes par affinité. Je te le conseille. Mais donc, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire les Olympiades. Les Olympiades, c'est génial comme jeu en termes d'objectifs, en termes ne serait-ce que d'ambiance qu'il y a derrière, en termes de souvenirs, en termes de variété, de tout ce qu'on peut mettre à travers les Olympiades. Je suis d'accord, c'est génial. Mais faut réfléchir à qui on les propose et pourquoi on leur propose. C'est ça que je veux te dire en fait. Ensuite, quand on parle de jeux, il y a plusieurs types de jeux. Donc on a les jeux ponctuels. Donc on sort, on a pris le matos et puis c'est parti, on va jouer, on va faire une partie de ce jeu-là, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Je te dis on sort, c'est juste pour que tu vois où je veux en venir. Maintenant, tu as aussi les jeux sans matos, sans prépa. Tu as des jeux de société. Tu as ce qu'on appelle les jeux de cohésion. Donc les jeux de cohésion, c'est des jeux qu'on appelle un petit peu des jeux en fil rouge et où il n'y a pas de temps donné mais qui vont se répercuter un petit peu tout le long de l'accueil collectif de mineurs, donc tout le long du séjour. Et il n'y a pas vraiment de temps donné. On peut jouer un peu au jeu à n'importe quel moment. Il n'y a pas de cadre pendant le thème et le jeu se prolonge pendant plusieurs jours. Bref, donc tu as les jeux d'astuces. Les jeux d'astuces, c'est des jeux où il va falloir retrouver la règle en jouant. Tu as les jeux de connaissances. Les jeux de connaissances, c'est des jeux dont le but va être de découvrir les prénoms ou les centres d'intérêt des autres. Enfin bref, tu as plein de types de jeux différents et selon, encore une fois, les moments où tu vas les utiliser ou alors le pourquoi tu vas vouloir les utiliser ou alors les pour qui tu vas vouloir les utiliser, il va falloir y réfléchir parce que ce sera plus ou moins judicieux d'utiliser tel ou tel jeu dans tel ou tel moment ou dans tel ou tel instant ou avec tel ou tel public. Et après, ce que tu as aussi, c'est que tu as différentes structures de jeu. Donc par exemple, tu as les jeux qu'on appelle en duel symétrique où tu as les 2 équipes qui font la même chose en même temps. L'exemple tout simple, c'est le football. Donc c'est pas un jeu, c'est un sport, je suis au courant, mais tu vois, tout le monde fait la même chose en même temps sur le terrain. Après, tu as les structures de jeux dissymétriques. Par exemple, tu as le baseball ou la tech où là tu as une équipe qui attaque et tu as une équipe qui défend. Après, tu as les jeux en structure chacun pour soi où il n'y a pas d'équipe, on est chacun pour soi, le but étant de gagner tout seul. Par exemple, c'est la balle assise. Après, tu as les jeux où on est seul contre tous. Les jeux seul contre tous, c'est où toi tu vas être seul. Pour gagner, il va falloir soit gagner tout seul contre tous les autres, ou alors soit nous on est tous les autres, il va falloir éliminer celui qui est tout seul. Donc par exemple, tu as tous les jeux de chat ou les jeux de loup. Et après, tu as les jeux aussi à structure paradoxale. Et donc c'est les jeux où plusieurs structures vont se mélanger à l'interne d'une dynamique, à l'interne d'une phase, à l'interne d'une partie du jeu. Et donc ça aussi, c'est important d'y réfléchir. Bon, c'est pas une liste exhaustive que je viens de te faire, que ce soit aussi bien pour les types que pour les structures de jeu. Il y en a d'autres, là je fais que survoler les choses. Mais ce que je vais essayer de faire sur cette chaîne justement, c'est de t'apporter de la ressource sur chacun des types de jeux et chacune des
et chacune des types de structures. Waouh, t'as entendu le coup de fusil là? Et chaque type de structure qu'on peut rencontrer dans l'animation. Mais je reviendrai dessus tout au long des vidéos que je publierai sur cette chaîne. Maintenant, je pense que de temps en temps, il faut mettre des limites au jeu parce qu'il y a des choses qui ne sont pas drôles. Il y a des choses où on ne s'amuse pas avec ça dans les relations de tous les jours qu'on peut avoir avec les humains. Par exemple, la sécurité et la législation, pour moi, sont deux choses avec lesquelles on ne joue pas, on ne rigole pas, on ne fait pas des entorses, on commence pas à monter des stratégies autour de ça. La sécurité, c'est la sécurité, la législation, c'est la législation. Donc des vidéos sur la législation, c'est pour bientôt. Et si les sécurités de l'animation sont un peu floues pour toi, tu peux aussi aller voir la vidéo qui t'expliquera quelles sont les trois sécurités, donc c'est-à-dire sécurité physique, morale et affective du public que tu vas recevoir. Ce que je voudrais que tu comprennes vraiment du coup, c'est que derrière le jeu, il y a quand même des choses, il y a des messages, il y a des buts, il y a des objectifs, il y a tout le temps des choses à apprendre. Le jeu a toujours un but éducatif, toujours. Et je voudrais que tu y penses et que tu réfléchisses dans tes pratiques d'animation. Que tu sois en animation, en direction, assistant sanitaire, adjoint, j'en sais rien. On peut toujours réfléchir à nos pratiques et aux actions et au sens du jeu qu'on va mettre en place, voire même au sens des actions. J'aime bien m'appuyer sur le jeu et du sens du jeu pour aussi derrière ouvrir la réflexion au sens des actions qu'on va mettre. Je te dis, il n'y a pas que l'activité dans l'animation, vie collective et vie quotidienne. Donc du coup, je conclurai cette vidéo en te disant que le but du jeu, c'est l'apprentissage, que ce soit des règles d'éducation comme des règles d'émancipation. Et dans l'animation, le jeu, on s'en sert principalement pour structurer l'individu ou le groupe au sein de l'accueil, au sein du séjour pendant lequel on va le ou les encadrer. Du coup, si tu penses comme moi que le jeu est le meilleur vecteur d'apprentissage qui existe sur cette planète, ce que je te propose du coup maintenant, si c'est toujours pas fait, c'est de t'abonner à cette chaîne. C'est aussi une façon de me remercier du contenu gratuit que je t'apporte dans l'animation. Et surtout, n'oublie pas une chose, les jeunes comptent sur toi et moi aussi.